Bon, tu viens de cliquer sur la vidéo, tu dois être en train de te dire, bon, c'est encore le 100 millième mec de développement personnel qui va me parler, qu'il a lu toute sa bibliothèque et qui est super content de lui. Le truc, c'est que c'est certainement vrai, et en plus, quand tu vas défiler sur mes vidéos, tu vas te dire, bon, ok, en plus, il fait de la lecture rapide, mais je comprends pas, la lecture rapide, ça a été débunké des milliers de fois, c'est de l'arnaque. Même si Milgram lui-même m'a dit qu'en fait, il ciblait pas vraiment moi dans sa vidéo, mais plutôt les autres formateurs qui essayent de se faire l'argent sur votre dos. Bref, si t'es encore là, en tout cas, je vais essayer de te parler des 3 années que j'ai passé à lire 300 livres environ, et toutes les leçons un petit peu brutes que j'ai pu apprendre en te lisant et en te partageant des insights avec ces bouquins qui ont bien marqué cette vie. Bon, le premier truc, et on vient de le voir en fait en pratique, c'est que lire, c'est vraiment un sport. Genre, c'est vraiment un sport d'endurance. Et la première étape à faire, c'est vraiment le fait de s'échauffer. C'est ça que j'ai appris, c'est que se préparer à lire, savoir le faire, ne serait-ce qu'à un livre, c'est déjà un truc vraiment à apprendre. Mais alors le faire sur chacune de ces lectures, sur 3 ans, c'était le truc le plus difficile que j'ai jamais réussi à faire, je pense, dans ma vie de lecteur. Et ça engendre tout un tas d'étapes qui, cumulées, vont faire que tu vas tirer, enfin, en tout cas, c'est moi ce que j'ai compris, c'est que je vais tirer, genre, vraiment 10 à 15 fois plus de chacune de mes lectures. Ça englobe quoi? Ça englobe le fait de savoir, voilà, ok, Martin Heidegger, Chemin qui ne mène nulle part. Bon, c'est un livre assez complexe de philosophie, mais c'est qui Martin Heidegger? Pourquoi est-ce qu'il a écrit Chemin qui ne mène nulle part? Pourquoi est-ce que Chemin qui ne mène nulle part, c'est le titre de ce livre? Je sais pas moi, pourquoi est-ce qu'il a choisi de mettre tel chapitre avant tel autre? Pourquoi est-ce qu'il a construit ce livre de telle manière? Toutes ces questions dont personnellement on m'a jamais poussé à apprendre à me les poser, c'est des trucs qui aujourd'hui me permettent vraiment de mieux m'immerger, de mieux comprendre, de mieux tirer de mes lectures. Et le plus paradoxal, c'est que oui, ça fait vraiment partie d'un sport, au sens où, en fait, faut le faire à chaque fois. Faut le faire à chaque fois, même si t'as envie de te plonger dans tel ou tel livre, t'as envie de le lire, t'as envie de te plonger dedans, tu l'as acheté parce que tu veux comprendre tel ou tel chapitre, et en fait, non, tu vas faire un premier travail d'échauffement de l'esprit. Et franchement, la première chose à laquelle moi ça me fait écho en parlant de ça, tout simplement, c'est un mec que j'ai commencé à suivre au même moment où j'ai commencé ces 3 années de lecture. C'est un mec qui s'appelle Iron Wolf, donc le loup d'argent. C'est un militaire qui fait des exercices d'endurance chez les Marines américains, je crois, et qui te parle de burpees. En fait, le gars fait que des burpees et il t'explique que l'échauffement, c'est strictement égal en termes d'importance à toute la partie sur laquelle tu vas faire l'exercice. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, j'étais un peu comme toutes les personnes qui commencent au sport. Qu'est-ce que je vais faire à m'échauffer? Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai envie de faire du sport, de me dépenser, de faire grossir mes muscles. Mais en fait, avec le temps, on apprend un petit peu à être un peu plus intelligent, avoir plus d'expérience, et très clairement, ce qui t'apprend ce mec-là, c'est que non seulement cette phase d'échauffement, elle te permet de préparer ton muscle, de mieux tirer de ton entraînement, parce que tu vas préconditionner ton muscle, tu vas éviter de te faire des blessures, etc. Mais aussi, ce que ça te montre, c'est que le fait de te préparer une lecture, faire cet ensemble de questions dont je viens de te parler, que maintenant je fais à chaque fois, à la fois par obligation, mais parce que j'ai compris l'intérêt que ça pouvait avoir, ça te permet aussi de démontrer ton investissement dans le fait de lire. Démontrer le fait que tu es quelqu'un d'impliqué dans cette activité qui est vraiment enrichissante, qui, dans toute l'histoire de l'humanité, toutes les personnes qui ont été des grands lecteurs ont été, d'une manière ou d'une autre, de bons penseurs, ou des personnes capables de construire des raisonnements, de construire des choses dans la vraie vie, etc. Et montrer que tu as une réelle rigueur, que tu as une réelle logique d'investissement, d'organisation, de capacité, même si tu as la flemme, à faire quand même cette première phase-là, elle est fondamentale pour ton esprit, parce qu'elle va permettre de te prouver à toi-même que tu es dans une activité à laquelle tu octroies et que tu associes une réelle importance, une réelle richesse. Et je pense que c'est une des nombreuses choses qui font qu'aujourd'hui, commencer à lire, pour les jeunes, pour les même plus vieux qui n'ont peut-être pas la chance de lire, c'est devenu à mon sens impossible. On pense que lire, c'est super intéressant quand on entend toutes les personnes qui disent « Oh là là, ils ont l'air cultivés, etc. » Mais non, mais faut se le dire, se mettre à lire aujourd'hui, c'est chiant. C'est chiant, pourquoi? Parce que déjà, il y a une certaine rigueur à avoir, mais c'est surtout, il y a tellement d'alternatives possibles qui vide l'intérêt, vide la dimension passionnelle qu'on peut avoir face au livre, parce qu'il faut se le dire, ça là, le Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita que j'ai commencé à lire, un truc dont on parle dans Oppenheimer, faut se le dire, c'est de la philosophie et de la religion indienne sur 740 pages. Voilà, je m'arrête à la 740e. La 740e, c'est un tableau généalogique. Il faut se l'avouer, ça, c'est pas sexy à notre époque. C'est pas sexy pour les jeunes qui nous écoutent, qui font des TikTok, qui regardent sur Instagram
programmes, etc. C'est extrêmement dur et ce que je veux vous enseigner, c'est qu'en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut se forcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle vraiment de se lancer dans des activités parce que elles sont source de passion, parce qu'elles viennent d'une envie, parce qu'elles viennent d'un intérêt. Mais en fait, la réalité, c'est que cette activité, c'est une activité qui, au début, demande des efforts colossaux d'investissement, de rigueur, de choses qu'on n'a pas envie de faire, que notre esprit n'a pas envie de faire. Pourquoi ? Parce que on est aujourd'hui dans une perte de la capacité de concentration, dans une perte de nos capacités cognitives. Et le fait de se balancer, voilà, 800 pages d'une philosophie indienne, avec des phrases où il va falloir s'arrêter, parfois à chaque paragraphe, pour aller regarder le vocabulaire, voir si on a bien compris, ensuite pour pouvoir continuer à avancer. Faire ça sur 10 pages, déjà faut le faire et ensuite on continue. Faut le faire sur 30 pages, sur 50 pages et sur 800 pages. Et après sur tous les prochains livres, ou peut-être si ça vous intéresse, vous devriez le faire. Cet ensemble de choses, et ça c'en est qu'une, c'est vraiment une des choses que j'ai comprises et qui m'a fait vraiment me rendre compte que non, la lecture n'est pas une activité comme les autres et que pour commencer à s'y mettre et s'y mettre vraiment, on va parler de ce que j'appelle se mettre vraiment à la lecture juste après, mais ça demande un ensemble d'efforts qu'aujourd'hui il est vraiment très difficile de faire et que j'ai vraiment appris à mes dépens puisque les quelques premiers mois de ces 3 années-là ont été des mois vraiment de difficulté et de rigueur, mais simplement de rigueur, très très peu de plaisir. Et donc quand on a passé cette espèce de mythe de lire c'est facile, moi ce que j'ai envie de dire et ce que je pense avoir appris, en fait ce que j'ai vu tout au long de mes études, j'ai 25 ans aujourd'hui quand je vous parle, j'ai commencé à mes 18 ans, j'ai fait 2 ans de prépa et là je viens juste de sortir d'HEC. Ce que j'ai compris, c'est que, ok, l'école nous apprend à lire, ce qu'elle ne nous apprend pas, c'est à être un grand lecteur, à être un bon lecteur. Et c'est vraiment ce que j'ai vu en prépa, ce que j'ai vu chez mes profs. Quand un prof lisait, quand je venais d'arriver en prépa, quand un prof lisait peut-être 10 lignes de Platon, peut-être qu'il lisait, je sais pas moi, 10 lignes d'un professeur d'économie, Daniel Kahneman, mettons, je voyais mon prof, comment lui lisait ce texte et comment mon prof lisait ce texte de Platon, je voyais comment moi je le lisais, ça n'avait rien à voir. Son approche, sa vitesse, la diction, les idées qui lui venaient, ce qu'il en tirait après, les notes qu'il prenait, tout ça, et encore j'en manque plein, c'était vraiment comme comparer un joueur de Formule 1 avec mon papa qui conduit sa Citroën C4, ça n'a rien à voir en termes de niveau, c'est strictement différent, et ça nous impose en fait à apprendre qu'il y a une vraie compétence à la lecture, et cette compétence, à mes yeux, elle est complètement sous-estimée, et c'est pour ça que dès qu'il y a des personnes qui commencent à développer un peu de nouvelles approches de la lecture, alors que plein de lectures, plein de penseurs, depuis, je sais pas moi, 600 ans, ont des méthodes de lecture tout à fait différentes, des prises de notes différentes, des manières de lire complètement différentes. Aujourd'hui, si on essaye de proposer des alternatives en termes de méthodes de lecture, mais juste essayer de proposer, je dis pas des choses qui soient obligatoirement transcendantes en termes de performance, tout de suite, il y a un petit peu ce mythe de « mais je comprends pas à lire, il y a une manière de lire, donc ce que tu proposes, c'est forcément des conneries ». La réalité, c'est que je pense que ce n'est pas le cas. J'ai essayé, moi par exemple, de proposer des espèces de méthodes, non pas alternatives, parce que j'ai rien inventé, mais simplement essayer de montrer qu'en fonction de l'ouvrage déjà dans lequel vous vous lancez, voilà, si vous vous lancez dans un pilier de la macroéconomie que j'ai dû lire en essayant de me lancer pour la prépa à l'ENA, bon, oui, on fait tous des bêtises. Voilà, lire un livre de macroéconomie de 600 pages, avec des formules, des graphiques, etc., ça n'a rien à voir que lire ce livre d'Heidegger, comme ça n'a rien à voir de lire les livres, les mémoires du cardinal de Retz. Ça n'a strictement rien à voir, et pourtant la plupart des gens ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à la page A, et puis ils essayent d'enchaîner, et puis on se rend compte qu'en fait on est vite dégoûté, qu'on n'apprend pas grand chose. Bref, ça a été la leçon, c'est que lire c'est facile, mais bien lire c'est réellement un enfer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie pluralité d'approche de la lecture. Est-ce que vous voulez lire pour le plaisir ? Est-ce que vous voulez lire pour retenir ? Est-ce que vous voulez lire pour comprendre ? Est-ce que vous voulez lire pour découvrir ? Est-ce que vous voulez lire simplement parce que vous devez connaître, mais pas forcément connaître sur le long terme ? Moi, c'était un problème que j'ai rencontré quand je suis rentré en prépa. Je venais de province, d'un tout petit lycée de province. Quand je suis arrivé en prépa, j'étais entouré de gens, de Louis le Grand, d'Henri IV, des meilleurs collèges, des meilleurs lycées, etc. Il y avait un gap en termes de culture générale qui était abyssal. J'avais besoin
besoin de lire, non pas pour apprendre, j'avais besoin de lire pour connaître, pour savoir que Phèdre de Racine, ça parle de ça, que Les Misérables, Cosette, c'est tel personnage. Des choses que moi je n'avais pas et que j'avais absolument besoin de combler pour rentrer dans telle ou telle école. Et donc, face à cette pluralité de manières de lire, d'approche de la lecture, nécessairement ce que je dis, enfin ce que je pense en tout cas, c'est qu'il doit y avoir des différences dans la manière dont vous allez lire. Donc comment ça va se traduire quand vous allez être face à la première page jusqu'à terminer ou pas le bouquin. Et essayer de proposer des variations à ça, proposer des outils, proposer des méthodes, c'est un peu ce que j'ai découvert et ce qui m'a passionné, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Mais c'est un travail colossal qui m'a permis de comprendre que lire n'est pas juste une monade, lire n'est pas juste une petite chose, une simple activité comme faire du vélo. Si vous parlez à un cycliste, oui, il y aura des milliers j'imagine des millions même de manières, de techniques de faire du vélo, de petits trucs que vous ne voyez pas quand vous êtes juste un néophyte ou un amateur de lecture. Et ça, c'est précisément ce qui m'a intéressé au début, et juste permettez-moi de descendre. Ce que j'ai trouvé peut-être le plus plaisant, en fait, c'était que cette manière de lire, en fonction de mes objectifs, de mes intérêts, de ce que je lisais, etc., je pouvais la customiser, ou en tout cas essayer de la rendre la plus adaptée à mes intérêts, mes besoins, mes envies. Ça, c'était vraiment ce qui m'a poussé à faire cette chaîne, à faire ces vidéos, à faire aussi ce site, cette newsletter, bref, tous ces trucs-là. C'était pour montrer que, sachant que je suis jeune, que j'ai un cursus très variable, enfin, je suis pas du tout spécialiste, mais je connais un petit peu de beaucoup de choses, un peu, c'est ce qu'on dit, en tout cas, je sais, c'est qu'on connaît presque rien, mais sur presque tout. C'est un peu ça, c'est-à-dire se dire, oui, j'ai une culture générale qui n'est pas du tout spécialisée, mais il y a plein de trucs qui m'intéressent. Je suis un mec curieux, super. Maintenant, comment est-ce que ça va se traduire sur un livre d'art, sur un livre de philosophie, bref, sur tous ces trucs-là. Et une des meilleures leçons que j'ai apprises justement, notamment dans mes études en économie, c'est ce côté-là où, oui, moins tu lis, moins t'es habitué à lire, moins t'as l'habitude d'acquérir des connaissances, plus le petit supplément marginal de connaissances que tu vas découvrir en te mettant dans un bouquin va être colossal proportionnellement à la masse de connaissances que tu avais dans ton esprit. Et ça, moi, il y a vraiment un bouquin qui a marqué ma vie, enfin même pas marqué ma vie, qui a juste changé ma vie, puisque c'est lui qui m'a fait traverser la prépa parce que j'allais abandonner et qui m'a même fait intégrer l'école à laquelle je suis actuellement. Ça, Histoire de l'art de Gombrich, je pense que j'en ferai une vidéo un jour où je sais pas ce que... Mais enfin bref, ce mec-là a vraiment changé complètement ma vie. C'est un livre hyper simple, hein. C'est un livre qui est coupé en deux, c'est-à-dire qu'à la page 500, 497 ici, vous avez la fin du livre, et après vous tournez une page, et après vous avez que des peintures pendant 500 pages. Voilà. Il n'y a que des peintures. Et évidemment, tout au long des 500 pages, c'est une histoire de l'art, c'est-à-dire que c'est une histoire chronologique des peintures rupestres à l'art moderne, où un spécialiste de l'histoire de l'art vous fait simplement des références à plein de peintures. Voilà. Et moi, ce qu'on m'a demandé en prépa, la première année même, un de mes professeurs qui m'a le plus marqué, c'est d'apprendre les 500 pages d'art qu'il y a juste ici, de tableaux, par cœur. Le nom de la peinture, le nom du peintre, et la période. 500, moi je pense que même la Mona Lisa de Da Vinci, j'étais pas certain en entrant en prépa. Là, les 500, elles m'ont ouvert l'esprit. J'étais complètement nul en prépa. J'étais avant-dernier pendant 1 an et demi de ma prépa et je me suis dit, ok, c'est la seule chose qui, je pense, m'intéresse parce que c'est tout un domaine dont j'ai l'impression que tout est concentré dans un livre qui fait 1000 pages. Et ce que j'ai fait, du coup, avec mon père, et dès que j'avais du temps, en fait, au lieu de bosser mes cours de maths, etc., j'ai travaillé ça. J'ai travaillé ça, et alors que je lisais pas à cette époque-là, c'était la seule chose qui captait toute mon attention. Je passais mon temps sur ce bouquin à apprendre toutes les œuvres, mais alors vraiment toutes. Chaque fois que je regarde, d'ailleurs, j'ai des espèces de flashbacks, et cette œuvre, elle m'a tellement passionné, à travers les mois, à travers les semaines, que je me suis rendu compte que, ok, c'est sur ça que j'allais concentrer une espèce de petit socle de connaissances qui peut-être allait faire ma différence, parce que, la culture générale, c'est important en prépa. Les oraux, pour les écoles de commerce, faut parler de culture générale, faut parler d'art, etc. Et moi, je venais d'un village où il n'y avait pas de musée, donc bon, il fallait que j'en connaisse plus sur ça. Et voilà, lire et découvrir ça, apprendre à le ficher, apprendre à approfondir, apprendre à découvrir, ça a été radical pour moi parce que à chaque examen, je te sortais des trucs de l'histoire de l'art de Ernest Hans Gombrich. À tous mes oraux, à HEC notamment, je suis tombé sur le sujet l'authentique, comment ne pas parler d'art quand on parle de ce qui est authentique, d'une œuvre authentique, de qu'est-ce que c'est que l'authenticité, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre qui vous fait sentir une émotion authentique. Bref, tout mon oral qui a été décisif pour moi pour intégrer l'école
l'école, je l'ai basé sur ce bouquin-là. Ce bouquin-là a vraiment changé ma vie et je ne lisais pas avant la prépa. Et voilà comment un petit livre qu'aujourd'hui je regarde quand même étant petit, quand je l'ai acheté, je me suis dit jamais je vais passer la page 50. Bah voilà comment un tout petit livre peut vraiment changer votre vie et c'est la seule chose que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont du mal à commencer à lire, c'est que de base, c'est fatigant et c'est chiant et c'est difficile aujourd'hui, mais de deux, ça peut vraiment changer complètement votre vie. Bon, on passe un petit peu et sur le fait notamment, la leçon que j'ai apprise, c'est que là, les ouvrages que je vous présente, c'est des ouvrages que j'ai lus au cours des 3 dernières années, lui au tout début. Mais ce qu'on regarde là, quand j'ai pris dans cette bibliothèque les quelques ouvrages qui m'intéressaient, bah, c'était que quand on les regarde, on a un livre d'histoire de l'art, un livre d'histoire, un livre de religion et de philosophie, un livre d'histoire et de biographie, un livre de philosophie, un livre d'économie. Ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure de vos lectures, au fur et à mesure de l'avancée de votre vie de lecteur, vous allez un petit peu comme quelqu'un qui goûte des vins, j'aime bien cette métaphore, je sais ça fait un peu beauf mais c'est pas mal, c'est que les mois passant, on passe d'une phase de découverte à une phase de spécialisation. On devient aguerri, on a un palais qu'on commence à pouvoir affiner. Et ce qui va être super intéressant, c'est qu'alors qu'au début c'était une phase de découverte, là ça va être une phase d'approfondissement, de combler un petit peu les trous sur des sujets qui vous ont intéressé, par lesquels vous avez commencé à balayer via certaines lectures. Et petit à petit, on aiguise ses préférences, on commence à savoir quel type d'auteur est-ce qu'on aime, quel type d'auteur on adore, quel type d'édition on va adorer, quelle taille de livre est-ce qu'on va préférer. Moi, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, j'aime bien les gros bouquins. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir un travail complet, d'avoir quelque chose de très englobant qui va me permettre d'avoir une vision avec du recul. Certains préféreront avoir quelque chose de très petit, très court et sur lequel ils pourront passer à autre chose pour lire davantage. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que une des leçons très bizarres, mais que chaque lecteur apprend, je pense, à découvrir et à comprendre tous les secrets, c'est que ne pas lire parfois, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique à faire. C'est même plus bénéfique que lire en se forçant. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'en commençant à lire, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vous adapter, à adapter votre cerveau cognitivement, intellectuellement, votre imagination, etc. Et parfois, simplement, vous en aurez marre. Parfois, cet effort va être très fort pendant des phases très longues. Moi, je me souviens quand j'ai découvert des techniques de lecture rapide, de lecture intelligente, des trucs dont je partageais avec mes profs, etc. J'ai passé peut-être entre 6 et 8 mois à passer strictement tout mon temps libre, et je suis quelqu'un d'assez introverti, solitaire, à lire des bouquins, à lire tous ces trucs-là, à lire toute la bibliothèque, enfin bref. Et ce dont je me suis réellement rendu compte, c'est que ça peut être un creux dans lequel on peut se plonger, on peut se mettre au défi, on peut s'investir, on a l'impression, et effectivement, on décuple ses connaissances, son aptitude, on lit de plus en plus, de mieux en mieux, on a de plus en plus envie de lire, mais parfois, on est simplement extrêmement fatigué et on décroche. Et à ce moment-là, se forcer à lire devient extrêmement dangereux parce que ça peut être un point de bascule qui va simplement créer ou faire transformer une activité de plaisir et d'enrichissement en une activité de déplaisir et même de dégoût. Et ça, c'est très important parce que apprendre à faire des pauses en lecture, ne pas forcer, ne pas forcément se dire « Attends, mais là, je suis pas en train de lire alors que je devrais lire parce qu'il faut que je lise, etc. » C'est vraiment pas bon. Pourquoi ? Parce que prendre des pauses, c'est aussi reposer son esprit, c'est aussi faire mûrir des idées qui ont besoin de mûrir, de prendre du temps pour se nourrir d'autres idées, pour prendre du temps à avoir du repos, pour germer, etc. Surtout quand on lit des livres, quand on lit pas forcément... Enfin, moi, les romans, personnellement, ne me touchent pas trop, mais quand je lis des ouvrages de philosophie qui sont assez complexes, typiquement comme Martin Heidegger, c'est une toute nouvelle philosophie, une toute nouvelle manière de comprendre la philosophie, de comprendre le monde, comprendre l'être, enfin bref, des trucs un peu chiants pour ceux qui sont pas très intéressés. Mais l'idée, c'est que c'est des idées tellement profondes qu'elles demandent du temps, un petit peu comme une plante, qui ont besoin de temps pour mûrir et pour être vraiment comprises. Et moi, ce que j'ai pu faire au début, c'est lire des auteurs complexes, mais de les lire et de les enchaîner. Bon, c'est un petit peu le truc ridicule qu'on fait quand on commence à pouvoir un peu lire vite, c'est qu'on a l'impression de se dire « Oh là là, j'ai ma Ferrari, maintenant je peux aller plus vite que tout le monde, donc pourquoi est-ce que j'irai pas plus vite que tout le monde ?» Non, en fait, sur certains ouvrages très précis, mais sur certains ouvrages néanmoins, il faut apprendre à prendre du temps, il faut apprendre à ne pas lire d'autres livres en parallèle, à approcher cette lecture avec du temps, avec de la maturation, avec des lectures lentes, volontaires. Et tout ça pour finir sur l'avant-dernier point, une phrase que j'adore parce que je l'ai apprise en prépa et je crois que c'est une des phrases qui a le plus marqué ces 2 années de torture, aussi magnifiques soient-elles, c'est que les meilleures fiches sont celles
qui sont ou que l'on jette. C'est génial. C'est mon prof d'éco qui nous avait dit ça. J'ai trouvé ça brillant. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui vous êtes bombardé de personnes qui vous disent ok, il faut prendre des notes de telle manière quand vous êtes en train de lire. Si vous voulez vous souvenir des 870 pages du Olivier Blanchard, Daniel Cohen de macroéconomie, de tous ces 154 graphes, vous devez prendre des notes sur Obsidian, sur Notion, vous devez mettre en gras, mettre en rouge, faire ça, faire des mind maps. Non, soyons un peu sérieux. Non, ce qu'il faut apprendre, c'est que le cerveau, la mémoire, elle peut retenir, mais elle ne retient que ce qui lui est essentiel, que ce qui lui est à la fois, ce que j'aime dire, l'espèce de triptyque, utile, personnel et précis. C'est-à-dire un mix de vraiment ce qu'on appelle l'essentiel en philosophie, quelque chose qui vous touche vraiment, quelque chose qui est relativement condensé, parce que non, vous n'êtes pas Wikipédia, en fait personne ne l'est, et personne ne vous demande de l'être, et ça n'a pas vraiment d'intérêt que de l'être. Je veux dire, tous mes profs que j'avais en prépa sont des encyclopédies sur pattes, mais c'est des encyclopédies sur pattes, non pas parce qu'ils se font des fiches sur Notion, ou des mind maps hyper compliqués, et qu'ils essayent d'apprendre tout ça d'une manière totalement brutale, et totalement, d'un seul coup, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Et quiconque reconnaît des grands philosophes, des grands historiens, savent qu'ils ont appris, mais ce qu'ils ont appris, ils l'ont appris d'une manière bien particulière, c'est-à-dire avec ces trois aspects-là qui, moi, aujourd'hui, définissent totalement ma manière de lire, c'est que je pense, un bon lecteur, à mon sens, aujourd'hui, ne prend pas de notes. Pourquoi ? Parce que les notes, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça gâche très souvent votre plaisir de lire, et une bonne note, c'est une note que vous ne devez pas relire d'une certaine manière. Une bonne note, c'est une note qui vous fait réfléchir. C'est une annotation qui ne casse pas votre rythme de lecture, mais qui, par contre, va densifier la connaissance que vous êtes en train de découvrir, d'assimiler, et sur laquelle vous allez vouloir maturer. J'ai testé plein de trucs, j'en ai abandonné à peu près toutes aujourd'hui, et clairement, juste arrêtez de prendre des notes, surtout quand vous les prenez mal, ça vous fait perdre du temps, ça vous dégoûte, ça vous fait tous ces trucs-là. Apprenez juste à faire de la notation active et surtout à découvrir de nouvelles techniques. Bon, et juste pour terminer, je voulais repasser sur 3 questions qu'on me pose souvent dans mes questions, que j'ai notées juste ici. Donc la première, c'est comment trouver le temps pour lire beaucoup ? J'ai 2 manières de répondre à ça. Une manière, c'est déjà d'apprendre à lire un peu plus vite. Pas de lire à 1000 mots par minute, oui, je sais, ça ne marche pas, oui, merci. Mais de lire, par exemple, à 400, 500 mots minute, il y a tout un tas d'études, en fait, même les études dont Milgram vous avez parlé, montrent que 500 mots par minute, c'est un petit peu la fenêtre, la frontière un petit peu floue, à partir de laquelle toute augmentation de votre vitesse entraînera naturellement une perte de compréhension. Ce qui est intéressant, c'est d'augmenter un petit peu votre niveau de lecture moyenne. La chose qui est plutôt communément acquise d'un point de vue scientifique, c'est la connaissance du vocabulaire. Donc, continuez à étendre votre vocabulaire. Dès que vous ne comprenez pas des mots, allez les voir dans le dictionnaire. Je sais, c'est chiant, je sais, on a la flemme de faire ça. Téléchargez le Robert sur votre iPhone et dès que vous avez votre bouquin, annotez-vous et faites une session où vous allez relire ces mots-là. Et simplement, le fait de lire plus de structures de phrases, de lire des structures de phrases de la part de poètes, de mecs qui font du théâtre, des essais, des romans, etc., ça élargit petit à petit votre accointance avec des formulations et ça accélère drastiquement votre capacité à lire sans arrêter, sans faire des achoppements. Et après, apprendre d'autres techniques de lecture pour des bouquins comme des essais, etc., pour apprendre à trouver et cibler et passer votre temps à lire des passages qui vous intéressent vraiment et à balayer plus rapidement des passages qui sont un peu plus inutiles à vos yeux. Ça en fait de tout temps, tous les philosophes, tous les grands économistes, ils font ça. Vous pouvez essayer de faire ça et sinon, je pense que le deuxième conseil, c'est d'apprendre à créer ça sous forme d'un rituel. Ritualiser au début sous la force. J'insiste sur ça, sous le fait de s'imposer des lectures, sous le fait de se mettre des sessions où vous dites « Ok, je me prends un bouquin ». Prenez un bouquin que vous aimez, si vous allez lire les meilleures blagues de Patrick Sébastien, ça risque d'être un peu chiant. Mais prenez un bouquin qui vous fait un peu plaisir et mettez-vous, 30 minutes. Ok, là je veux personne, je me mets en ne pas déranger sur mon téléphone, personne vient de parler en tout cas, vous essayez, vous avez du temps et vous tapez des lignes, simplement, faut y aller, jusqu'à que petit à petit vous tiriez des leçons, des connaissances, vous découvriez l'importance de faire ça. La capacité, les augmentations en termes de capacité cognitive que vous allez avoir, à mieux comprendre, à parler de nouveaux trucs dans les sujets, découvrir des nouveaux mots. Tout ça, au bout d'un moment, ça commence à tiquer dans votre cerveau et vous devez vous dire « Ok, c'est une activité quand même plutôt sympa pour ma vie et pour
pour mon moi au futur. Donc pourquoi est-ce que je n'y passerai pas un peu plus de temps? Bon, voilà. Troisième, par contre, par quoi commencer pour s'améliorer en lecture? Alors, ça, il y a pas mal de trucs. Je pense pas que la lecture rapide soit le premier truc, parce que la lecture rapide, c'est pour, déjà, je pense, de bons lecteurs ou des personnes qui veulent lire plus vite. Mais je pense qu'il y a des choses de base. Je vous ai parlé du vocabulaire plus tôt. Ça, c'est un truc vraiment hyper important. Ensuite, je pense que pour s'améliorer en lecture, il faut commencer à mieux appréhender ce qu'est un livre. Alors c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je parle d'un livre ou d'une manière de lire un livre à des gens autour de moi, ma famille, mes potes, etc., chaque fois ils me disent « mais c'est très bizarre la manière dont tu vois les bouquins ». Alors que moi, j'ai toujours regardé un livre comme ça. Pour moi, un livre n'a pas de chronologie. Sauf évidemment, oui, dans les romans. Bref, vous m'avez compris. Mais quand un livre est construit, par exemple... en fait, je vais prendre même un contre-exemple parce que je viens de le comprendre direct. Là, l'histoire de l'art. Une histoire, c'est par définition relativement chronologique. Oui. Mais là, cette histoire de l'art, elle commence, voilà, préface, commence Égypte, Mésopotamie, Crète, jusqu'au triomphe du modernisme. Entre ces 28 chapitres, parce qu'il y a 28 chapitres, entre ces 28 chapitres, posez-vous la question, ok, si votre objectif c'est je veux découvrir de A à Z l'histoire de l'art, bon, effectivement c'est un objectif qui va être 100% rempli par ce bouquin, puisque c'est précisément ce qu'il fait. Maintenant, se poser la question de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux tirer précisément, ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen de préciser un petit peu, de détailler un peu davantage ce que je veux lire de cette lecture, enfin ce que je veux lire de ce livre, et commencer à se poser ces questions avant de lire, la phase de prélecture dont je vous parlais au tout début de la vidéo, ça c'est vraiment décisif. Ça c'est vraiment hyper important parce que apprendre à se poser des questions que vous ne vous êtes jamais posées et qu'on ne vous a jamais poussé à vous poser, c'est souvent ce qui apporte les réponses les plus riches dans votre vie, et ça s'applique aussi à la lecture. Ça s'applique à se dire, ok, de quelle manière est-ce que je vais essayer de lire ce livre? Combien d'heures est-ce que je vais me laisser? Est-ce que je pourrais pas être intéressé par le fait de le relire une deuxième fois, le relire une troisième fois, le relire une quatrième fois, quitte à ce que sur ma première lecture, je me concentre sur une partie, et après, sur les prochaines lectures, je viendrai combler les coins. Est-ce que je vais le ficher? De quelle manière est-ce que je vais le ficher? Est-ce qu'il faut le ficher si je veux en retenir? Bref, toutes ces questions-là, elles doivent se faire avant la lecture, pendant la lecture, et petit à petit, au fur et à mesure des ouvrages, vous allez vraiment commencer, enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, vous allez vraiment commencer à comprendre que la lecture est une activité déjà qui pose un nombre de questions, je trouve, par milliers, et surtout vous allez pouvoir commencer à apporter des réponses qui vous seront intéressantes à vous. C'est quelque chose de fondamental que vous allez apprendre à préciser au fur et à mesure de vos lectures, si à la condition sine qua non que vous vous posez ce genre de questions. Commencez à vous poser ces questions et vous commencerez à avoir des réponses et à savoir comment mieux lire. Voilà. J'ai pas plus de trucs à dire, c'était un format très bizarre. Je sais pas si ça vous plaît, je l'espère en tout cas. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs et je vous dis comme d'habitude à très vite, passez une très belle semaine, lisez un petit peu, ça fait toujours du bien et voilà, à plus hein.